Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette session à Tempo. Je m'appelle Nick Crisp de Service Marketing à Tempo à Paris et cette session va examiner la question de la migration des fichiers et des stockages et pourquoi ça ne doit pas être un saut dans l'inconnu. Je suis entouré aujourd'hui de deux personnes, Amel Billet, marketing à Paris. Bonjour Amel. Bonjour Nick. Et Guillaume Poisson qui se trouve à Toulouse. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc, je vous laisse la parole. Ça va durer une trentaine de minutes à peu près. On va prendre le temps de répondre à vos questions à la fin. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve dans Zoom sur la barre d'outils en bas de l'application. Vous pouvez poser des questions par chat. Vous êtes assez nombreux ce matin à être inscrits. Merci à tout le monde d'être là et je passe la parole à Armel. Merci Nick. Peut-être déjà pour se mettre en route, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les types de migration auxquels tu es confronté dans ta position de ressources professionnelles services autour de notre solution Myria? Alors, on a l'habitude de traiter des projets de taille variée, en fait, allant de quelques centaines de téras à plusieurs pétaoctets. Pour les environnements sources et cibles, c'est assez divers. Ça va d'environnements de type Windows Server à des serveurs NAS, à toute marque, tout type, en passant par des systèmes de fichiers partagés type GPFS. En destination, on va retrouver principalement des systèmes NAS parce que généralement on est dans de la consolidation de serveurs ou alors de la gestion d'obsolescence. Donc on va retrouver des systèmes NAS tout type, du stockage objet et bien sûr des systèmes de fichiers partagés, type GPFS. Alors pendant que tu parlais, j'ai montré donc les différents quelques schémas d'architecture de principe. On voit bien les différents logos qui sont supportés en termes de stockage de fichiers en source, en cible. Tu as mentionné les systèmes hautement parallèles. Donc GPFS, on peut mentionner Lustre, on peut mentionner des choses qui sont un petit peu spécifiques, par exemple au monde du média avec du StoreNext. Donc, en gros, tout ce qui est un file system, un accès CIFS, un accès NFS, peut être une source, peut être une cible pour la solution. Sur ces dessins, on a vu aussi varier le nombre de data movers au centre. Donc ça, c'est un des composants qu'on va pouvoir ajuster en fonction de la volumétrie des fichiers que l'on va avoir à migrer. Alors aujourd'hui, on est là pour parler des bonnes pratiques que vous avez établies dans votre équipe, Guillaume. Tu peux nous faire une présentation de haut niveau de ces bonnes pratiques, sachant qu'on va les couvrir une par une ensuite, tout au long du webinaire, donc on va en parler en détail. Généralement, une migration va se dérouler en deux grandes étapes en fait. Une étape préparatoire de pré-migration que l'on peut segmenter en trois phases. Où on aura un audit des données, la réalisation d'un plan de migration et l'implémentation de ce plan au niveau du logiciel de migration. Vient ensuite la seconde étape, donc ça c'est la migration à proprement dite, celle où on va déplacer les données. Donc là, c'est pareil, on peut la décomposer en plusieurs étapes. La phase initiale durant laquelle en fait on va optimiser ou affiner les travaux de migration. Ensuite, des phases successives de migration, ou alors pas si on fait du one shot. Et après, une étape finale de bascule qui va clôturer cette migration. Quand on regarde ce schéma, on voit qu'il y a quand même une partie de votre temps qui est passée à ne pas migrer, en fait, à faire de la planification. Si on sautait cette phase et qu'on se lançait mis en tête dans la migration, ça fait courir un risque au projet? Si on saute la phase d'audit, il est clair que le temps qui serait considéré comme perdu dans cette première phase, on aurait à le traiter au niveau de la migration, parce qu'on va éliminer un certain nombre de problèmes lors de l'audit que l'on va se prendre pleine face lors de la migration. Okay. Donc c'est pas une étape à négliger. C'est pas optionnel, ok. Ça marche. Donc, si on parle justement dans ces premières phases de planification, de cette phase d'audit des données à migrer, qu'est-ce que vous faites en particulier pendant cette phase et pourquoi c'est important? Alors,
si on rentre en fait dans le détail, cette phase d'audit va nous permettre d'identifier le périmètre du client, hein, c'est-à-dire déterminer le nombre de partages ainsi que le protocole utilisé, donc si effectivement si c'est du NFS ou du SMB. Si on a des contraintes liées à ces partages, par exemple, dans le cas de SMB, si on utilise DFS, ce qui impliquera par la suite, au moment de la bascule, de modifier les références DFS pour de nouveau accéder au fichier. On relève également le nombre de fichiers, la taille des fichiers, le niveau d'arborescence. Et idéalement, c'est le moment aussi pour trier les données, donc identifier les données qui sont éligibles à l'archivage ou celles qui sont à remettre au rebut, hein, donc à déclarer hors migration. Le but étant, in fine, en fait, de ne migrer que les données qui sont réellement utiles. Quand on avait préparé ces slides, en fait, tu m'avais dit que c'était aussi une phase qui était intéressante, enfin, qu'il y avait une phase préliminaire qui pouvait être intéressante, tri des données avant la migration. On avait parlé d'archivage. Et tu avais fait un parallèle en mentionnant que c'était un petit peu comme dans un déménagement. Ça valait le coup de sortir les choses dont on n'aurait plus besoin, donc de faire de l'archivage des données, hein, en clair, hein, avant de payer les déménageurs pour les déplacer dans la nouvelle maison. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette remarque tout en bas, hein. C'est mieux d'archiver avant la migration, ça c'est parfait. Et j'en profite pour mentionner que Myria, c'est une solution qui est basée sur une technologie qui est ancienne chez Atempo, qui s'appelait Digital Archive ou ADA, qui est un produit qui est connu depuis plus de 10 ans et qui a notamment fait ses preuves et très largement sur les très grandes volumétries dans le monde du média. Donc les déplacements, les archivages, le tiering de données, c'est des choses qui sont déjà en place au niveau archivage depuis des années chez nous. Donc là, on a fait le tour de la première étape. Tu parlais de la distribution des fichiers par taille. Tu nous as préparé des graphes pour illustrer l'impact que ça a sur le déplacement des données. Oui, alors cette slide, en fait, c'est issu d'un cas client sur la migration d'un partage, hein. Donc, c'est juste un exemple pour illustrer la variation des débits en fonction justement de la taille des fichiers traités. Donc là, dans ce graphe, chaque point représente à peu près 1000 fichiers migrés. Donc, c'est une moyenne, hein. Et on remarque dans ce cas-là qu'on a une majorité de petits fichiers et que plus les fichiers sont petits, moins les débits seront importants. Donc là, les fichiers, les données qui ont été migrées, c'était de type bureautique, hein. Et là, ce qu'on voit pas forcément justement sur ce graphe, c'est qu'à peu près 75% des fichiers sont inférieurs à 1 méga. Donc en partant justement du graphe précédent, là, on peut tracer la courbe des débits maximum en fonction de la taille des fichiers. Et on confirme bien effectivement que plus les fichiers sont petits, moins les débits seront importants. Là, dans ce graphe, on a par exemple en fait des débits maximum pour des fichiers qui ont une taille supérieure à 8 mégas. Et donc cet audit, il vous sert à essayer d'identifier, comment dire, de prévoir un petit peu le comportement qu'on va avoir au niveau du data movement pour savoir si les fichiers sont très regroupés, cohérents. Donc si on va avoir un data movement très linéaire ou si au contraire on va avoir peut-être quelque chose qui sera très variable parce qu'on a des populations de fichiers qui sont très très différentes. Alors ça nous sert effectivement après à dimensionner. Et à donner des critères en fait pour les travaux de migration, parce que effectivement, plus on a des fichiers qui sont petits, plus il faudra mettre en place des mécanismes particuliers. D'accord. Mais la taille des fichiers, en fait, c'est pas le seul critère qui va impacter négativement les performances. On a par exemple aussi, quand on a un nombre d'arborescences important, on va avoir des dégradations, hein. D'accord. Donc là, on a fait effectivement d'autres courbes sur d'autres infrastructures, hein, et on remarque qu'on a toujours à peu près cette même courbe. Ce qui va principalement varier, c'est les débits que l'on a sur notre échelle de gauche. Donc ça, c'était l'audit préalable. Et à partir de cet audit, tu vas construire ton plan de migration. Tout à fait. Donc là, dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est regrouper les fichiers qui ont les mêmes caractéristiques
Mais par contre, il va falloir aussi faire en fonction des contraintes des clients. Et bien souvent, on a une hiérarchisation des données à faire, certains devant être disponibles en destination plutôt que d'autres. Donc là, ça nous impose déjà un certain groupement. Ensuite, on va définir les travaux de migration, donc en positionnant le paramétrage adapté, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, et qui sera différent suivant, par exemple, la taille des fichiers. Ensuite, on va tester les débits sur des échantillons pour valider que le paramétrage est conforme. Et ça va nous permettre aussi d'affiner la date de la bascule, la fin de migration. Ou alors, si on n'est pas dans les clous, c'est une phase qui va nous permettre de modifier l'architecture en rajoutant, par exemple, comme on a vu au tout début du webinaire, là, en rajoutant des data movers. Ok. C'est également à ce stade qu'il faudrait prévoir des critères de validation sur les données migrées. Parce que bon, c'est pas parce qu'on a confiance qu'il faut pas faire de contrôle, hein. Donc on validera principalement sur les données migrées. On va le valider au niveau des droits, sachant que pour le reste, en fait, il y a déjà au niveau du logiciel des mécanismes de contrôle d'intégrité, hein, qui nous permettent justement d'avoir des fichiers intègres durant la migration. Ok. Donc, on a préparé, tu as commencé à scheduler tes tâches et tu vas là commencer à lancer la migration. Et ce premier cycle, il sert aussi à adapter le tuning. Alors, en fait, dans cette phase-là, si on a bien fait les choses, c'est plus une étape de vérification. Donc, on va vérifier que les choses se passent conformément aux prévisions. On verra à surveiller l'impact des utilisateurs, au respect des fenêtres de migration et s'il y a des fenêtres de migration, et on validera en fait le taux de modification des volumes cycle après cycle. Donc, on mentionne ici dans les capacités d'adaptation le fait qu'on est capable de mettre en route des fonctionnalités de type FastScan dans la détection rapide des fichiers qui ont été modifiés sur le stockage source, du multithreading ou de la parallélisation. Donc ça, tu as des capacités de réglage qui permettent d'intervenir au niveau du data movement là, pour essayer d'optimiser les taux de transfert. Ça peut être intéressant peut-être qu'on explique un petit peu ce que sont ces cycles de migration. Là, on parlait du premier, donc c'est la première courbe. Voilà, comment ça va se passer sur la suite, globalement. Alors ensuite, c'est une phase on va lancer en fait une phase de synchronisation successive, hein. Donc on va lancer régulièrement des incrémentales jusqu'à la convergence. Donc là, c'est effectivement sur la courbe les différentes courbes que vous voyez. Et une fois que la convergence est atteinte, il est possible de passer donc à la dernière phase, celle de la bascule. Donc là, c'est le moment où la migration est terminée. On positionne la source en read-only et en fait, on lance la dernière synchro qui ouvrira en fait la destination. Donc là, on aura pris soin durant en fait ces phases de synchro successives de vérifier que les données copiées sont conformes à la source et de surveiller les erreurs pour qu'elles soient corrigées durant le cycle suivant. Donc là, les erreurs, c'est généralement des problèmes de droit ou ça peut être des problèmes de fichiers ouverts, bien que les mécanismes en fait de snapshot limitent souvent cette problématique de fichiers ouverts. Dans le processus que tu viens de décrire, tu viens de dire comment ça se passe? C'est physiquement toi qui es sur site? C'est le client? Comment vous procédez? Alors en fait, on a deux modes de fonctionnement. Soit le client fait l'acquisition de licences et d'une formation. Et dans ce cas, une fois que le client est formé sur le produit, il est autonome, hein. Donc c'est lui qui va réaliser avec l'aide de ses équipes donc la migration. Ou alors on a un mode en fait type prestation de service où là le client va nous déléguer tout ou partie de sa migration. Et tu parlais du fait de la surveillance des jobs. Donc là, on a une petite capture d'écran qui légèrement visible à droite où on voit une liste de jobs. Je vais en profiter pour passer sur des captures d'écran qu'on a volées entre guillemets au product manager, puisqu'on a une sortie d'une nouvelle interface qui est dédiée à ce monitoring et à la configuration des jobs de migration donc cette nouvelle interface va être disponible sous quelques semaines. La présentation
beaucoup évolué par rapport à des gens qui pourraient connaître Digital Archive ou ADA. On a ici des vues d'ensemble de la totalité des projets, on a les sous-projets, donc on voit que les noms sont rigolos là, c'est vraiment une capture de test, mais on a ces graphes qui permettent de montrer une progression, des statuts qui sont assez visibles, et on retrouve ces jobs ici dans la partie basse, donc là j'ai zoomé sur un projet en particulier, et dans la déclaration de mon job, je vais avoir quelque chose qui est assez simple puisque je vais me balader sur ma source en partie gauche pour sélectionner mon répertoire à migrer et me déplacer en partie droite sur ma cible pour dire ça va se stocker à cet endroit-là. Ensuite, on va paramétrer un certain nombre de réglages ici sur cette étape avec une échelle de temps. Donc quelque chose qui est beaucoup plus interactif que ce qu'on avait précédemment, et notamment avec cet écran de récapitulation qui va simplifier la partie monitoring et visualisation de la convergence. Donc ça, c'est disponible bientôt pour faciliter la mise en place et le monitoring. Alors, ce qu'on a préparé aussi, c'est des cas réels, en fait, des chiffres qui sont sortis de projets sur lesquels toi, Guillaume, ou certains de tes collègues, notamment aux États-Unis, ont travaillé sur des cas réels de migration qui sont assez variés. Alors, je vais commencer par celui de gauche, où on a une migration d'un système GPFS, donc qui migrait ça devait être un GPFS IBM, vers un équivalent version 5 de chez DDN. Donc 35 millions de fichiers, 120 téraoctets au total, donc c'est des petits fichiers en termes de taille. On est sur des données universitaires d'étudiants, avec une caractéristique, cette migration, elle s'est faite pendant des vacances scolaires, donc les données, elles étaient immobiles à ce moment-là. Une configuration assez légère, on est sur 2 data movers. La migration a pris au total 2 semaines, sachant que la donnée elle-même, elle a été migrée plus rapidement que ça. Là, on a eu des contingences de disponibilité de période de vacances, etc. Et la contrainte, ça a été de faire ce dernier cycle de bascule en un week-end, et ça s'est déroulé très simplement, puisqu'on était vraiment sur une courbe de migration qui ressemblait à celle qu'on a vue tout à l'heure, donc des tout petits cycles. La dernière bascule a été rapide. Et le cutover, la mise à disposition du nouveau stockage, s'est faite simplement en renommant le partage qui était accessible aux utilisateurs. Guillaume, tu peux nous parler du second cas, là, cette migration de plusieurs serveurs Windows vers du NetApp? Donc là, c'était en fait un client dans le monde de l'automobile. C'était dans le cadre d'une consolidation. Donc en source, on avait un environnement type Windows Server et en destination un serveur NetApp. Donc on avait à traiter une cinquantaine de partages CIFS. Donc c'était assez petit, le plus gros d'environ 35 Tera. Et c'était majoritairement des données bureautiques, donc des fichiers assez relativement petits, puisqu'en moyenne, on était inférieur à 500 kilooctets. Et là, on avait un seul serveur de migration qui faisait tout. Donc la migration, concrètement, s'est déroulée département par département. Donc on avait 2 à 3 partages à migrer par nuit, et avec une fenêtre de sauvegarde bien particulière. Donc c'était 19h à 7h le matin. Donc à 19h, les volumes sources étaient passés en read-only et la migration était lancée. Et avant 7h du matin, on faisait une revue de migration. Et si ça s'était bien passé, donc le service était ouvert le matin même sur la destination. Donc, ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est vraiment l'approche qui a été prise de faire plusieurs projets finalement. Voilà, c'était plusieurs projets en one shot. Alors, ça, c'était pour la majorité des partages. Il y a eu 2 partages plus importants, et là, on a fait en fait un cycle classique avec des incrémentales. Avec plusieurs incrémentales en synchronisation, parce que le client n'était pas forcément pressé pour finaliser ces deux derniers partages. Le dernier exemple qu'on a, c'était une migration d'un client dans le domaine du média, d'un EasyLog vers un stockage Scalop NAS Cumulo. Alors là, on est sur des plus grosses volumétries, 20 millions de fichiers pour un PETA 2, on est sur des gros fichiers, avec en plus des modifications journalières qui étaient en moyenne de 50 Tera. 2 data movers. L'infrastructure était une infrastructure rapide. On arrivait à déplacer les fichiers assez rapidement à l'intérieur du réseau du client. Donc la migration, elle a été faite rapidement. La grosse contrainte de ce projet-là, c'était sur la bascule, sur le cutover. Ça devait être fait en moins de 12 heures. Donc là, il y avait entre guillemets un challenge, mais l'approche cyclique a permis vraiment d'adresser ça sans problème, puisque la bascule finale, en fait, elle s'est faite très vite. Le dernier cycle, il a pris en tout et pour tout 30 minutes. Et si on compare ça
au premier cycle, en fait, au tout premier cycle, on a eu besoin de 9 heures juste pour le scan. On n'avait pas déplacé les données. 9 heures de temps pour identifier la totalité des fichiers à migrer sur la boucle, la toute première boucle de migration et sur la boucle finale, grâce notamment au FastScan, 30 minutes au total pour identifier les fichiers, déplacer les fichiers qui avaient été modifiés. Donc vraiment, objectif atteint haut la main. Donc voilà pour ces exemples. On va passer à la phase de conclusion de cette session. Donc on a fait le tour de ces bonnes pratiques et des préconisations que vous avez construites par rapport à cette approche des migrations de stockage. On va prendre des questions qu'on a reçues en ligne. Alors, alors oui, on a une question sur le FastScan notamment, Guillaume. Alors, le FastScan, en fait, c'est... alors, ça a plusieurs noms, hein, ça peut avoir plusieurs noms suivant, en fait, les constructeurs de NAS. Très simplement, c'est une fonction qui utilise les API des NAS et qui va réaliser une comparaison entre deux snapshots. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on n'a plus besoin lorsqu'on fait des incrémentales, de parcourir tout le file system pour savoir quelle a été la modification, quels ont été en fait les fichiers qui ont été modifiés. Donc là, pour donner un exemple d'ordre de grandeur, j'ai un client qui avait un volume de 35 Tera pour 35 millions de fichiers et un scan en mode incrémental, en fait, ça dure 19 heures. Quand on passe en FastScan, quand on implémente le FastScan, on va être sur une durée de 30 minutes. Donc, on est passé d'incrémentale de 19 heures, même s'il n'y a aucune modification, hein, Ouais. sur une incrémentale de 30 minutes. C'était une arborescence extrêmement profonde, extrêmement large et extrêmement profonde. Effectivement, le parcours peut être relativement long. Et encore, ça, on n'est pas dans des parcours qui sont extrêmement longs, hein. Sur certains volumes, le scan classique, c'est plusieurs semaines, hein. Oui, ok. Une autre question qui est posée par rapport aux plateformes, par rapport aux data movers, le type de plateforme que l'on peut utiliser pour les data movers. On va être sur des data movers de type Windows si on doit migrer du SMB, donc du CIFS, et on va être sur des plateformes de type NFS, et bien évidemment, si on veut, des plateformes type Linux en data mover, si on veut migrer du NFS. D'accord. Après, en destination, on peut avoir du S3, donc là, ça dépend des données sources. Des machines virtuelles, c'est quelque chose qui est possible dans ce genre d'infra? Alors, même si ce n'est pas forcément conseillé, il est tout à fait possible en fait de mettre en place des machines virtuelles, notamment pour les data movers. Et comme ça, en fait, si on a besoin de ressources supplémentaires, donc on va être là dans une infra type Scale-out, hein, on va rajouter des data movers en fonction des débits que l'on veut obtenir. Ok. Donc plus on aura de data movers, plus évidemment on sera rapide au niveau des débits, quoi. Ok, j'ai une question qui parle de est-ce qu'il y a arrêt de la migration pendant la production? Je reviendrai à la suite de la question après, hein. Mais est-ce qu'il y a arrêt de la migration pendant la production? Donc tu l'as évoqué tout à l'heure, tu peux revenir sur ce point-là. Arrêt de la migration pendant la production. Alors, en fait, tout dépend des contraintes du client. Il n'y a jamais d'arrêt de production, hein. Comment ça s'appelle? Sauf sur la dernière phase. Donc là, on va faire en fait un premier cycle et ensuite un cycle d'incrémental. Dans tout ce process-là, la production continue. Pour la bascule, il est évident qu'à un moment donné, il va falloir faire un arrêt de production. C'est pour ça qu'effectivement, on fait des cycles de migration pour avoir en fait cette dernière phase la plus courte possible. Okay. Mais effectivement, il faut un arrêt de migration parce que il faut mettre les volumes sources en read-only, basculer les destinations en read-write, et donc on peut pas faire ça en mode instantané, quoi. D'accord. Et donc là en particulier, la question elle était plutôt à l'envers en fait, hein. C'est la complémentaire à ce que tu viens de dire. C'était est-ce qu'il y a arrêt de la migration pendant la production? Est-ce qu'on peut protéger la production? La réponse est oui, absolument.
On va pouvoir définir des plages horaires pour lesquelles on va interdire la migration, si c'est l'objectif. Si on est sur un environnement soit réseau, soit stockage, qui doit être complètement protégé ou qui a une bande passante limitée, c'est absolument possible. On est d'accord, Guillaume l'a dit tout à l'heure, il y a des choix à faire. Soit on veut aller vite, soit on veut protéger la production, soit on fait entre les deux parce que l'infrastructure le permet. Et dans ces cas-là, on va avoir capacité à contraindre un petit peu la migration de façon à ce qu'elle ne dérange pas la production. Donc les deux sont possibles. On peut soit la contraindre complètement et ne pas faire de migration pendant la journée, par exemple, ou la réguler et la contraindre. Donc, dans ces cas-là, on va avoir, si on a les deux en même temps, on va avoir des données qui sont produites en même temps et qui seront nouvelles par rapport à la migration qui est en cours et qui seront capturées pendant le cycle suivant de migration, d'où l'intérêt de cette approche incrémentale. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question sur le tarif du produit. La migration se fait en fonction du volume de données à migrer et de fonction du nombre de pétas qu'il y a à migrer et fonction du temps qu'on va y passer, du nombre de ressources de services et de la façon dont on va vous accompagner. Donc, je pense que la meilleure réponse, c'est de prendre contact avec notre service commercial de façon à ce qu'on fasse un devis qui corresponde au mieux au projet que vous avez en cours. Très bien. Merci beaucoup, Armelle. Merci, Guillaume. Merci. Merci d'avoir respecté les 30 minutes. C'était parfait. C'est le temps vraiment d'un cut-over avec du fast scan. C'est très, très bien. Si vous avez d'autres questions, on va laisser la session ouverte quelques minutes. Néanmoins, vous pouvez les poser par chat ou bien sûr sur email info@tempo.com. N'hésitez pas à utiliser cet email pour prendre contact avec nous pour tous vos projets ou vos questions. Nous avons d'autres webinaires, bien sûr, sur d'autres topics, sur nos autres solutions. Voilà, donc merci Armelle, merci Guillaume. Merci. Et merci à tous d'être là ce matin. Bonne journée et à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir.